J'ai perdu ma maman il y a 2 ans. Et puis, on ne vit pas avec des j'aurais dû, hein. J'aurais dû la filmer, j'aurais dû récolter toutes les informations qu'elle nous a données sur sa vie, sur notre passé, sur notre famille. Et je ne l'ai pas fait. Alors, à mon tour, maintenant que j'ai l'opportunité, je voudrais le donner aux enfants puis aux petits-enfants. Surtout pour eux qui sont nés ici au Québec, les 2 générations, pour savoir d'où est-ce qu'ils viennent, quelles sont leurs racines. Parce que je pense que lorsqu'on sait d'où on vient, tout est permis. Alors, je m'appelle Kinké Osavejwon. Je suis née au Laos, à Vientiane, donc c'est la capitale du Laos. Et je suis née dans une période où on a eu un coup d'État. C'est mes parents qui m'ont raconté aussi comment ça s'est passé. Donc, j'avais un grand frère qui avait 2 ans. Et à cette époque-là, les maladies infantiles étaient très courantes. Et lorsque le grand frère est décédé, je me suis retrouvée, malgré moi, l'aînée de la famille finalement. Et j'ai eu 4 petites sœurs après et un petit frère. Donc 6 enfants en tout. Alors déjà au départ, ça a commencé une vie pas banale. Alors ma maman, c'est mon héroïne. Pour de larges sens du mot. Et moi je pense qu'elle était déjà féministe avant que le mot n'existe. Elle nous a toujours dit d'être autonome économiquement de nos conjoints, de nos maris, de ne dépendre d'autres personnes que de soi-même. Et vraiment travailler de ses mains, de travailler par soi-même pour obtenir quelque chose, ne pas dépendre des autres, donc l'autonomie. Elle avait sa petite voiture, une petite coccinelle jaune. Elle était sage-femme, technicienne en radiologie, infirmière. Donc elle avait son métier, sa profession. Alors elle allait de village en village aussi, accoucher des femmes et tout. Elle bougeait beaucoup, alors c'est pas une femme au foyer en fin de compte. Malgré la culture où il ne faut pas que les femmes parlent trop et tout, ben, elle dosait un petit peu. Mais elle ne se laissait pas faire. Et puis elle était très chanceuse de tomber sur un amoureux qui l'accepte comme elle est, comme elle était finalement. Et puis ils sont très complices, mon papa et puis ma maman. C'est vraiment une belle, belle complicité. Ils sont très différents, mais ils se complètent. Et chacun respecte la personnalité de l'autre. Pour nous, là, les enfants, c'était un exemple le respect de l'autre. Ne pas vouloir changer l'autre pour se satisfaire, en fin de compte. Accepter l'autre tel qu'il est. Alors, mon papa, lui, c'est mon phare. Hein. Grand. Dans la journée, on le voit moins parce qu'il fait jour. Mais dans la nuit, lorsqu'il fait noir, il est là pour nous guider. Et puis, c'est un grand rassembleur. Et puis, son grand cœur, hein, comme lui-même, il est venu d'un village côtier du Mékong, il est venu en ville étudier. Et lorsqu'il a eu un bon travail, donc receveur des douanes et tout, alors tous les jeunes du village qui venaient étudier en ville, ben, la porte était ouverte, le temps qu'ils se prennent en main, qu'ils se trouvent quelque chose. Alors chez nous, c'était toujours plein de monde. Il y avait peut-être 15-20 personnes qui venaient manger à midi ou quoi que ce soit. C'est vraiment le grand cœur. Ouais. Dans les moments les plus difficiles, notre père est là. Ça a été il est quelqu'un de solide. Mais par amour à ma maman, il se cachait, il la mettait en valeur. Hein. Beaucoup, oui, oui. Il mettait ma maman est une princesse, hein, en fin de compte. À travers les yeux de notre père, nous on regarde tout ça en arrière maintenant que nous sommes adultes avec mes sœurs. Et là, il aime beaucoup, il a beaucoup aimé, et puis ma maman aussi, mais elle était traitée en princesse. Ils ont été mariés 60 ans, jusqu'au départ de notre maman, en 2016. Alors le Laos, comme c'était une ancienne colonie française, alors les fonctionnaires, ils allaient donc aux 4-5 ans, ils allaient en France pour se perfectionner. Et à cette période-là, mon papa devait aller à Marseille, parce que c'est un grand port. Alors pour la douane, pour les douaniers, ben, il fallait aller à Marseille pour se perfectionner.
Et ma maman est allée en tant que sage-femme. Elle a suivi mon papa aussi. Et comme j'avais juste 5-6 ans, mes grands-parents ne pouvaient pas garder 3 petites filles. On était 3 à cette époque-là. Mes parents m'ont emmenée avec eux. Donc, ils sont partis donc, en France dans les années 66. Ouais. Les enfants qui ont suivi leurs parents, il fallait les mettre quelque part le temps que les parents fassent leur stage. Alors, on nous a emmenés dans un petit village dans le Côte d'Or, en Bourgogne. Un petit village qui s'appelait Pouillonnet. Et c'est une maison pour tous les enfants d'immigrants ou bien les enfants des parents qui sont issus des colonies françaises. Finalement, lorsque mes parents ont fini leur stage, ils ont décidé que moi, puis 4 de mes cousins, je n'étais pas seule, j'avais 4 cousins avec moi, qu'on resterait en France finalement pour aller à l'école. Pourquoi nous ramener et qu'on devrait revenir 10 ans plus tard pour poursuivre nos études. Alors ça, c'était la grande décision de toute la famille. Hein. Alors on a été laissés en France avec 4 cousins, 5 petits Laotiens dans un petit village en Bourgogne. Alors finalement, il y a eu un oncle de ma maman qui est eurasien, donc papa français, maman laotienne. Il s'en allait à la retraite de la police à Marseille. Ils ont dit, écoutez, la maison est bienvenue, on va aller prendre ces petits-là. Et puis on a été adoptés, si vous voulez, par nos oncles et tantes de Marseille. Durant ces 6-7 années-là, mes parents m'écrivaient, donc à cette époque-là, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Alors c'était par courrier. Alors c'était loin, c'était long les courriers aussi. Alors c'était le seul lien que j'avais avec la famille. Oui. Alors c'est un peu difficile, c'était difficile. Mais on grandit dans ça. Je suis restée avec mon oncle et ma tante, donc des belles années d'apprentissage, hein, d'instruction et tout. Mais vers 12-13 ans, je commençais à devenir adolescente quand même. Et mon cousin aussi, donc 2 ados marseillais, comme on dit. Et puis mon oncle et ma tante vieillissaient aussi. Et puis ils ne sentaient plus d'attaque, si vous voulez, de prendre soin de 2 adolescents. Eux, ils avaient fait leur famille, et puis entre-temps, j'ai une petite sœur qui est née et un petit frère qui est né. Donc un petit frère qui venait juste avoir quelques mois. Et puis ils ont décidé que finalement, il serait peut-être bien que mon cousin et moi, nous retournons au Laos auprès de la famille. Alors c'était l'euphorie aussi, mais on ne comprenait pas tout l'impact que ça allait avoir sur notre vie. En ayant voir notre tante, notre oncle et tout, comme si on partait en vacances. On n'avait pas le sentiment qu'on les quittait pour toujours, là. Vous voyez, l'innocence des enfants. Mais arrivé au Laos, d'abord, je ne parlais plus le laotien. Donc, au niveau des relations avec les grands-parents, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, il y a comme une rupture. C'est comme une exclusion. Je me sens excluse, vraiment, là. Il fallait réapprendre toute la langue. Mais comme la famille francophone, mes sœurs parlaient aussi. Mais il manquait un petit quelque chose. Hein. Voilà, mais j'ai appris. Il a fallu que j'apprenne et je reprenne ma place. Et là, j'ai vu ce que la famille attendait de moi. Je n'étais plus une petite fille de 12-13 ans, là, j'étais l'aînée. Mais je ne sais pas ce que c'est d'être l'aînée. Pendant 6-7 ans, j'étais jumelle avec mon cousin, on a le même âge, donc je ne sais pas ce que c'est. Là, ils me remettent un petit poupon qui est mon petit frère, voilà, c'est ton petit frère. Tu vas dormir avec toi, tu vas t'occuper de lui. Ben oui, c'est une poupée, donc j'allais m'amuser. Non, 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 c'était sérieux. Lorsque je suis revenue au Laos en 1972, on habitait à Vientiane. Et entre-temps, mon papa a eu une mutation. Il fallait qu'il aille travailler à Luang Prabang. Donc, toute la famille a déménagé à Luang Prabang. Et on ne savait pas que 18 mois plus tard, les communistes allaient arriver. Mais ça s'est fait doucement, mais sournoisement. Psychologiquement, c'était très difficile à vivre. Alors, toutes les personnes qui ont de l'imagination, qui sont artistes, les étudiants, ça, ont commencé à mourir à petit feu. Parce qu'en tant que personne, vous n'avez pas le droit d'être, en tant que personne, une personne
qu'il y ait beaucoup d'idées. Il faut que vous vous fondez dans la masse. Alors ça a été très difficile. Et entre-temps, mon papa a été donc emmené dans des camps de réadaptation parce qu'il faisait partie des anciens fonctionnaires de l'Ancien Régime. Alors ils étaient peut-être 200 à partir cette journée-là. Ils ont eu 12 heures pour se préparer. Je revenais de l'école et puis voilà, ma maman était en pleurs et puis elle dit voilà, il faut qu'on quitte la maison de fonction parce qu'à l'Ampaba, on vivait dans une maison de fonction. Et on va aider ton papa, votre père a préparé son sac, il s'en va. On a préparé tout ça, puis on est allé donc au bord du Mékong parce qu'ils partaient en bateau. Et on ne savait même pas où est-ce qu'ils allaient. On ne savait pas. Et on leur a dit au revoir et tout, mais on savait que c'était peut-être la dernière fois qu'on le voyait. Mais ça s'est fait tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de réagir. Alors, une fois qu'ils sont partis avec 200 autres fonctionnaires, ils ont donné 24 heures à ma maman et puis à mes frères et sœurs de quitter la maison de fonction en 24 heures. Et les gens du quartier ont été très très gentils, ils sont venus nous aider. Et les gens qui sont venus à la maison, ils ont brûlé tous nos livres. Parce que pour eux, tout ce qui est écrit, qui n'est pas écrit en laotien, c'est une menace. Ils ont brûlé les disques de Tino Rossi de mes parents, du tango argentin, des opérettes, ils ont tout ce qui représentait donc la colonisation, tout brûlé. Parce qu'ils le voient avec des yeux politiques, mais nous on le voit avec des yeux de culture, de culturel. Alors on n'était pas au même niveau. Ma maman, donc, elle avait donc 40 ans, moi j'en avais 15, elle avait 6 enfants, 40 ans, et toute seule. Pour la première fois de sa vie, elle se retrouvait toute seule, parce que toute la famille était à Vientiane. Elle n'avait que nous, on n'avait que notre mère. Là, je la revois, là, comment, tout ce qu'elle a fait, mais c'est mon héroïne, quelque part. Alors, elle m'a renvoyée à Vientiane, donc, elle m'a confiée à quelqu'un, et je suis partie dans un avion militaire. Je ne savais même pas si j'allais atterrir à Vientiane ou non. Mais toi, tu es l'aîné, donc il va falloir que tu retournes à Vientiane pour préparer au cas où ton père ne reviendrait pas, puis qu'on retourne et tout. J'avais 15 ans, tu sais, c'était... Et comme mon papa, bon, ils ont fait des recherches, il n'a jamais fait de politique de sa vie, il n'a rien fait de mal, alors ils l'ont mis dans les cuisines. Il est devenu cuistot, en fin de compte. Et puis il a bien cuisiné. Et puis au bout de 2 ans, ben, ils sont aperçus qu'il n'y avait rien, alors ils ont commencé à libérer, si vous voulez, les fonctionnaires il n'y avait rien à leur reprocher en fin de compte, c'était juste des fonctionnaires. Lorsque mon papa a été donc libéré des camps de réadaptation, toute la famille s'est retrouvée à Vientiane. Ils sont revenus me rejoindre à Vientiane finalement. Et un jour, on rentrait à la maison pour le dîner, puis je voyais plein de monde devant chez nous. Je dis, ça y est, mon papa a eu une attaque ou ma maman, il s'est passé quelque chose. Et puis non, c'est que quelqu'un a ramené la bicyclette de ma deuxième sœur, donc pour dire qu'elle a pris l'avion ce matin pour le Vietnam, avec 200 autres élèves. Je dis, comment ça, partir au Vietnam et tout? Alors j'ai repris ma bicyclette, je suis allée au ministère de l'Éducation et j'ai posé des questions. Ils ont dit, madame, regardez les affiches, je vais voir. Il n'y avait que des prénoms, aucun nom de famille. Alors ça veut dire que tout était préparé. Mais maintenant, ma soeur est là avec nous, on s'en réunit. On leur a posé la question. Elle dit, mais comment tu as fait? Ben, chaque jour, pendant 1 mois, elle sortait un vêtement de la maison. Alors, ils ont bien endoctriné, si vous voulez, ces adolescentes-là. C'était le régime, c'était donc l'État qui les encourageait à aller voir d'autres pays communistes, à aller échanger avec des jeunes communistes du Vietnam, échanger. C'est vraiment pour parfaire, si vous voulez, leur éducation. Pour moi, ça a été je dis non. S'ils ont été capables de l'endoctriner, elle, et les 3 petits, qu'est-ce que ça va devenir?
Alors j'ai mis les parents au pied du mur. Je dis, si vous ne partez pas, je vais partir avec ma soeur qui est tout de suite après moi. Là. Alors c'est ça. Et puis les parents ont vu que j'étais vraiment décédée. Je dis, vous venez de perdre un enfant, est-ce que vous aimeriez, vous n'avez pas peur d'en perdre d'autres? Et puis ils n'osaient pas dire qu'ils voulaient partir ou non, ça ne se disait pas. On se cachait. Parce qu'on avait tellement peur des gens aux alentours, dans le quartier, qu'il ne fallait pas qu'on en parle trop non plus. Hein. Alors c'était assez obscur comme période. Et puis j'ai vu mon père et ma mère préparer des petites choses. Je posais des questions, mais ils ne me disaient rien. Ils disaient, quand sera le moment, on te le dira. Et puis ils me l'ont dit, donc 8-9 mois plus tard, qu'il ne fallait pas le dire, nos grands-parents, ni à la tante qui habite à côté, nous, rien. On a préparé ça. Et on a dit la journée même aux plus jeunes. La journée de notre départ, il fallait qu'on aille chacun notre tour chez ma grand-tante qui habite toujours au village natal au bord du Mékong. Alors on y allait à 2-3 heures d'intervalle. Puis arrivé là-bas, elle nous a caché notre grand-tante chez elle. Donc dans l'obscurité, hein, et à 2-3 heures du matin, le passeur est venu. Le passeur, c'est la personne que mes parents ont pris contact pour préparer notre fuite. Et il était 2-3 heures du matin, il faisait noir, il faisait froid aussi. Alors on a dévalé la falaise pour rejoindre la pirogue. Mais si on avait vu la pirogue de jour, on ne serait jamais monté dedans. On ne voyait pas les 10 personnes monter dedans. Et c'est là qu'il a dit, écoutez, vos petits sacs de vêtements, vous ne pourrez pas les amener avec vous. Et on a dû laisser tous les sacs. Tout ce qu'on avait sur le dos, c'était les vêtements qu'on portait. Alors ça a mis 30 minutes pour traverser le Mékong. Et puis les gardes-côtiers nous tiraient dessus. Parce que eux, c'est leur rôle, là. Ils patrouillent le long du Mékong. Ils savent très bien qu'il y a des gens qui fuient. Lorsqu'on nous sommes arrivés, nous sommes cachés dans une plantation de tabac. Parce que comme il y avait mon papa, puis mon oncle, un cousin de mon papa, c'était juste les deux hommes, les autres on n'était que des femmes. On dit par sécurité, on va rester cachés jusqu'au lever du jour. Et au lever du jour, on s'est présenté à la police de ce village-là pour dire voilà, nous demandons asile, on a traversé le Mékong cette nuit, on a fui le Laos, on n'a pas de papier, on n'a rien. Et puis le chef de la police dit écoutez, moi ça me fend le cœur de vous voir, une famille comme ça, venez d'abord prendre une bonne douche et on va vous apporter à manger. Et le chef de police dit à mon père, vous savez, ce soir, au lieu d'aller dormir dans les cellules avec les autres, moi, je vous propose de dormir dans nos bureaux. On va vous apporter des lits de camp. Vous serez tranquille. Vous ne voudrez pas. Mon père dit non. Mon papa a dit non. Je lui en ai voulu. Je dis mais pourquoi il dit non? Mais c'est pas vrai. On ne va pas le mettre en cellule avec tous les autres et tout. Mon papa a dit non. Mettez-nous en cellule comme il se doit. Il dit moi, je ne veux pas déroger vos règles. Voyez, mon père. Alors, ils nous ont mis mon papa et mon petit frère dans la cellule des hommes et nous, ma maman, puis les 5 filles, dans la cellule des femmes. La Croix-Rouge, normalement, venait dans ce village-là aux 3 semaines. Ils faisaient leur ronde, vous voyez. Ils savaient que les gens traversaient le Mékong. Et dans notre malheur encore, on a eu une chance inouïe que la Croix-Rouge vienne le lendemain. Alors nous n'avons fait qu'une nuit de cellule, avec les brillants, avec les bandits, avec les prostituées, tout ce que vous voulez. Donc, on a juste passé une seule nuit. Et on nous a ramenés donc dans le vrai camp de réfugiés, à 50 km de là, à Nang-Khai. C'était un des plus grands camps. Je pense qu'on était 5000 à peu près, que des Laotiens. Et à partir de là, on a dû faire les numéros, les photos, numéros d'immatricule et faire les demandes pour demander asile politique dans divers pays. Mais dans notre famille, c'était sûr qu'on retournait en France. Il n'y avait pas d'autre option.
Ma maman, sa famille est là-bas, on y retourne. On va faire les papiers avec l'ambassade de France. Et le monsieur l'ambassade dit, ben, vous êtes arrivé quand? Je dis, ben, on est arrivé hier. Ben, revenez me voir dans 3 ans. Alors ils étaient saturés. Et puis ils ne comprenaient pas pourquoi on a attendu tout ce temps pour nous enfuir. Puis j'ai expliqué, on attendait notre papa et tout, ils ne voulaient rien savoir. La déception, on en pleurait. Mais qu'est-ce qu'on fait? 3 ans, rien qu'à imaginer 3 ans derrière les fils barbelés comme ça, c'était la fin du monde, la fin de notre monde en fin de compte. On a peut-être vécu 5 ans avec les communistes, traversé le Mékong, les gardes côtiers nous tiraient dessus et puis on allait passer encore 3 ans derrière les fils barbelés. On ne voyait plus la fin. Et une semaine plus tard, les gens avaient besoin de femmes interprètes. Hein. Ils ont mis des avis un peu partout. Je me suis présentée. Je dis, voilà, je parle le français, vous avez besoin de moi. Puis ils m'ont appelé pour dire que le Canada et le Québec allaient venir pour la première fois pour accueillir des réfugiés. Alors j'ai travaillé avec eux pendant 2-3 mois quand même. Hein. Et le monsieur de l'immigration du Québec me dit, écoutez mademoiselle, est-ce que vous savez qu'on parle français au Québec? Je dis, ben oui. Il dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Amenez votre famille, vous partez, vous répondez à tous les critères, écoutez tous les critères, vous êtes instruits, toute la famille est francophone, je ne comprends pas. Alors, je retourne à la maison, à la hutte, parce qu'on était dans des cabanes en fin de compte. Et puis réunion de famille, puis ma mère, qu'est-ce qu'on va foutre hein, avec les caribous et puis les Indiens? Parce que c'est l'image qu'on a. Et moi je dis, mais maman, tu te rends compte? Il y en a qui font 7 ans de camp, ils n'ont pas de famille. Puis là, on te le présente. Le monsieur de l'immigration dit qu'on parle. Non. Et là, le coup de poignard. Alors je dis à mon cœur, écoute, ok, toi et maman, si vous voulez rester, moi je pars avec mes sœurs. Et puis là aussi, ils ont vu que j'étais vraiment décidée là. J'avais 19 ans là, en 79. Je dis non, je ne fêterai pas mes 20 ans derrière les fils barbelés. C'est pas possible. La vie, c'est pas ça, il y a autre chose. Et puis finalement, mon papa, toute la nuit, il a dû amadouer sa princesse. Je pense qu'il a... Non, il a fait un bon travail. Et 2 semaines plus tard, lorsque l'immigration revient, et pour nous interviewer, ma pauvre maman, elle a fait 42 fièvres. Tout son corps tremblait, tu sais. Tu sais, lorsque tu dis que le pouvoir de l'esprit sur le corps, sur le physique, on l'a vu. Elle ne jouait pas la comédie. Alors on l'a quand même mis dans une charrette, puis on a poussé la charrette jusqu'au bureau de l'immigration. Et puis on a tout fait ça. Ils étaient tout contents. Oh, bienvenue au Québec, écoutez, vous allez vous sentir chez vous, on a besoin des gens comme vous. En fin de compte, c'est le Québec qui nous a choisis. C'est pour ça qu'on est tellement reconnaissants. C'est lui en fin de compte. Nous, on ne connaissait même pas, c'est tout. Et voilà, donc on a attendu 2 mois. Et puis on est arrivé un 12 décembre 1979. Une fois que nous avons été acceptés par le Canada et par le Québec, pour nous, c'était Montréal. On a fait des recherches, hein, des recherches, on s'en est parlé avec les messieurs de l'immigration qui nous ont apporté des livres. Et puis on a vu ça avec mes sœurs, où était le Québec, le Canada. Puis pour nous, c'était Montréal. Mais arrivé ici, donc un 12 décembre, c'était un samedi, à Mirabel, il n'y avait personne. Il n'y avait que nous, les réfugiés, donc 500 personnes, Laotiens, Cambodgiens et Vietnamiens. Nous sommes arrivés avec les boat people, voilà, la vague des boat people. Nous sommes dedans, nous sommes arrivés vraiment dans ce programme-là. Mais on ne savait pas qu'on ne serait pas à Montréal, parce qu'on était une trop grosse famille, il n'y avait pas d'appartement assez grand. Et entre-temps, le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé aux gens de faire des groupes de parrainage. Et nous avons été parrainés par la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Louisville. Alors on ne savait pas où était Louisville et tout, mais on était déçus, on était peinés, parce que pour nous, on s'est trop accroché à Montréal.
Sauf que ce groupe de parrainage-là, ils avaient déjà parrainé deux familles laotiennes qui sont arrivées avant nous. Donc, c'était rassurant aussi. L'association des Laotiens, donc, la plupart d'eux travaillaient comme interprètes avec le gouvernement du Québec. Ils avaient besoin de femmes interprètes parce qu'il y avait beaucoup de femmes réfugiées qui arrivaient et qui avaient des problèmes gynécologiques. Elles ne voulaient pas parler aux hommes. Alors, ils ont téléphoné chez mes parents, dit voilà, on aurait besoin de votre fille, on sait qu'elle a déjà travaillé avec l'ONU et tout. Et puis, j'ai pris un billet à la tabagie du coin de Louisville, puis je suis venue à Montréal, logée, nourrie à la base militaire de Longue-Pointe, parce que c'est là qu'on recevait les réfugiés cambodgiens, vietnamiens, laotiens, pour faire les cartes d'assurance maladie, les tests médicaux, et puis voilà. Et j'ai travaillé donc là pendant 6 mois, 24 heures sur 24 presque, parce qu'on recevait beaucoup de réfugiés à cette époque-là, entre 79 et 80. Vous voyez, dans toute cette aventure-là, je ne savais pas qu'il y avait une autre aventure qui allait m'attendre. J'arrive donc à la base militaire de Longue-Pointe, puis il y avait un monsieur qui s'est occupé de ma famille lorsqu'on est arrivé. Et puis il m'a expliqué un peu tout. On est donc 24 heures sur 24 ensemble, on a appris à se connaître. Et puis mon papa dit, oh, ils sont sympas les interprètes, ils s'occupent bien des réfugiés et tout. Mais alors s'est aperçu qu'il s'intéresse plus à sa fille, il trouvait ça plus drôle. Alors petit à petit, ben, c'est ça, on a celui qui allait devenir mon mari, le papa de mes enfants, donc il a fait une cour assidue. Donc on s'est retrouvés 5 mois plus tard mariés. Ça a été le choc pour toute la famille. Parce que mes parents voulaient que je retourne à l'université, que je retourne à la faculté de médecine. Mais moi, je lui ai dit, je veux aller à la faculté de la vie. Et je pense que j'ai perdu trop de temps. Je veux vivre juste comme une jeune fille de 20 ans, là. Pas avec toutes les responsabilités de tout ce qu'on a vécu, de tout ce que j'ai vécu jusqu'à mes 20 ans. Ouais. Je n'aurais jamais pensé, en 1979, lorsqu'on a décidé de quitter le Laos, que 2 ans après, je deviendrais maman. Mais la vie a décidé autrement, puis c'était un beau cadeau. Parce que je l'ai été 2 fois, donc une fois à 21 ans, puis une fois à 26 ans. Et mes 2 garçons m'ont appris, j'ai grandi avec eux en fin de compte, en tant que Québécoise, grandi. Parce que lorsqu'on arrive ici en tant que réfugié, on n'a plus de racines, on est éparpillé. Alors c'est vraiment les garçons qui m'ont aidé à m'enraciner. Parce que grâce à eux, donc j'ai découvert l'histoire du Québec et du Canada à travers, lorsque je leur faisais faire les devoirs puis les leçons. Alors déjà ça, c'est une petite racine québécoise. Et ensuite, moi j'ai regardé les filles de Calais, j'ai appris beaucoup avec la télévision. On a beau critiquer la télé, mais pour moi, c'était mon meilleur prof de mon pays d'adoption, pour dire tu es chez toi, mais j'ai appris beaucoup à travers la télé. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que finalement, je suis le fruit d'un métissage culturel. Parce que les gens pensent souvent au métissage, ils pensent physique. Ah ben, elle est métissée, elle ressemble aux deux, mais on peut être métissé culturellement aussi. Donc moi, je pense que j'étais une petite fille française, une adolescente laotienne, mais une femme québécoise. Et puis même avec les garçons, je ne me rendais pas compte, c'est eux qui m'ont fait remarquer, que dépendamment de ce que je veux leur dire, si je dis en laotien, je les chicane en laotien, ils se regardent, ils disent, oh, c'est pas si grave. Mais si je le fais en français, c'est Tiana Caro, dit oups, elle ne plaisante pas, c'est ça. Alors des fois, c'est la maman laotienne, la maman marseillaise ou la maman québécoise qui sort. Alors je jongle bien avec ça, je ne m'en rends pas compte, parce que ça fait partie de moi. Mais eux s'en rendent compte, ouais, c'est vraiment. Alors c'est une belle richesse que le métissage culturel. Il y a 2 ans, on avait détecté un cancer chez ma maman et elle nous a quittés en 5 semaines. Et puis on se dit, ça c'est bien elle.
C'est ne pas déranger les autres, je suis autonome, je ne vais pas vous faire languir longtemps, je ne vais pas accaparer tout le monde. Non, non, ça va dans sa personnalité. Et ça nous a réunis beaucoup, 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 beaucoup. On a partagé les 5 semaines, la vie s'était arrêtée, on a toutes pris des vacances. Notre vacances, on les a toutes prises pour être près de notre mère. Ouais. On a dormi avec elle, notre père aussi, ça a été quelque chose de douloureux, mais de serein. Il y a eu beaucoup de sérénité à son image. Mon plus beau cadeau, c'est que ma petite fille ait pu connaître son arrière-grand-mère. Mon fils a eu la générosité d'amener ma petite fille aux 2 jours. Il la mettait sur le lit avec ma maman, puis jouaient ensemble. Puis elles se ressemblent. Et pas juste physiquement, de caractère. Elle va être quelqu'un de forte, une femme forte, dans la lignée de ce que ma propre grand-mère, donc la maman de ma maman, elle aussi était une femme forte déjà dans les années 20, ouais. Beaucoup, beaucoup. Alors voici une photo qui représente bien notre métissage culturel. Sania et moi sommes habillés avec un ensemble traditionnel laotien, mais adapté au climat du Québec, avec la fourrure, mon chapeau de fourrure aussi, les bottes. Alors ça, c'est vraiment nous. Voilà, la grand-maman puis la petite fille dans un paysage du Québec. Si tu savais comme tu viens de loin, ça c'est la première chose que je pensais. Je ne t'imagine pas ce que ton père, ta grand-mère, tes grands-parents ont vécu pour que tu sois là aujourd'hui. Parce que si mes parents, les 2 amoureux, mes 2 parents, ils n'avaient pas pris la décision de quitter le Laos cette journée-là, il n'y aurait rien qui serait passé. Les 10 petits-enfants ne seraient pas là, puis les 2 arrière-petits-enfants ne seraient pas là.